C'est bon? Donc, je disais bonsoir à tous. Donc, pour faire un petit peu la transition a été facile du fait que lors de notre premier panel, l'appel a été lancé justement pour que les opérateurs économiques s'inscrivent dans ces deux grands chantiers que sont la régionalisation avancée et celui on va dire l'instauration du nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, dans une région comme Fas Meknès, avec ses spécificités, bien sûr, ses forces, mais aussi ses faiblesses, comment l'investissement de manière générale, comment la microéconomie de manière générale peut-elle s'inscrire dans cette dynamique? Alors, Monsieur Tiazi, donc, je pensais que la question était destinée. Effectivement. Donc, Monsieur Tiazi, vous êtes à la tête du CRI et aujourd'hui, vous connaissez un petit peu, ce sont des données que vous prenez en compte au quotidien pour pouvoir mener à bien les missions du CRI. Bien sûr, bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Je pense qu'il faut d'abord commencer par parler de la dynamique entrepreneuriale et la dynamique d'investissement qui existe au niveau de la région Fas Meknès. D'un point de vue sur la dynamique entrepreneuriale, on est à peu près entre, on va dire, 6500 et 7000 créations d'entreprises par an. Et on est sur un rythme relativement constant ces dernières années, malgré la crise Covid-19. Et ça démontre justement, on va dire, cette dynamique qui, malgré la crise, n'a pas cessé avec toutes on va dire, les contraintes qui ont pu entraver la démarche de création d'entreprise. Sur le volet investissement, je pense également que la dynamique est bonne de ces dernières années. Je rappelle qu'en 2021, en termes de dossiers qui ont transité par la Commission régionale unifiée d'investissement, pour rappel, c'est la commission qui traite, examine et statue sur les demandes et les actes liés au projet d'investissement. La commission a validé à peu près 200 projets pour une enveloppe globale de 5,4 milliards de dirhams et la création potentielle de 13 000 emplois. Donc ça, c'est pour l'année 2021. Donc en hausse, on va dire, de 10% d'un point de vue investissement et quasiment de la même proportion pour le nombre d'emplois projetés. Donc, il y a une dynamique qui est importante et cette dynamique est portée par les grands projets que connaît la région. Je vais citer un exemple. Il y a à peu près 13 zones industrielles au niveau de la région Fas Meknès qui ont connu une saturation, c'est normal, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont relativement anciennes. Et donc, dans la logique justement d'offrir une nouvelle offre foncière industrielle qui va répondre aux besoins des industriels pour créer justement, pour avoir une offre qui va répondre à la demande. Donc, il a été procédé à la programmation de plusieurs zones industrielles au niveau du programme du plan de développement régional, parmi lesquels donc, le parc industriel d'Aïnchkek. Donc le parc industriel d'Aïnchkek, je rappelle, c'est 81 hectares au niveau de la province de Sforo, 50 hectares pour les métiers du cuir, qui est un métier, on va dire, ancestral au niveau de la région Fas Meknès, 30 hectares pour une zone généraliste. Je vais citer aussi l'exemple de la zone, alors cette zone industrielle, donc l'appel à projet a été lancé et on va dire les travaux sont en cours et devraient être opérationnels d'ici fin 2022. Nous avons également la zone ex-Cotef, c'est 15 hectares qui étaient situés en plein cœur de Fès. Je rappelle que c'était l'ex-fleuron de l'industrie textile dans les années 80. Je rappelle que Fès était parmi les plus grandes villes industrielles au niveau du royaume dans les années 80. Et aujourd'hui, donc, il y a eu une volonté de faire revivre un peu cette zone et de lui redonner on va dire sa splendeur, c'est ça. Et donc, il a été procédé, grâce au travail des autorités, à la revalorisation de cette zone. Donc, qui aujourd'hui, l'affectation de la zone a été faite entièrement. Donc, nous avons aujourd'hui de très grands industriels installés au niveau de la zone. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'investir dans la région Fas Meknès. Je citais l'exemple de l'industrie, parce que l'industrie arrive en première position en termes de projets d'investissement au niveau de la région Fas Meknès. Et ça aussi, c'est un indicateur et une tendance importante qui démontre qu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement sur des secteurs, on va dire, historiques, que sont par exemple le tourisme et l'artisanat, qui continuent par ailleurs on va dire, à faire leur chemin, mais on est également sur une redynamisation du tissu industriel porté par le plan d'accélération industrielle, porté par les nombreux mécanismes incitatifs mis en place au niveau de la région Fas Meknès pour booster la dynamique industrielle. Je vais citer le fonds régional de souveraineté industrielle qui a été instauré
en partenariat avec le Conseil de la région, la Chambre de commerce et d'industrie et de services, la Wilaya et le CRI. Et l'objectif en fait de ce fonds est simple, c'est de booster les projets industriels qui s'inscrivent dans la stratégie de substitution aux importations du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et au final, c'est une subvention qui est donnée pour l'acquisition d'équipements industriels, pour la participation aux études ou aux frais de formation. Et donc, c'est une enveloppe globale de 55 millions de dirhams qui a été lancée. Donc, ce fonds a été lancé. Donc, les appels à manifestation d'intérêt ont été lancés. Et ça, on va dire, il complète l'offre de mécanismes incitatifs qui existent. On peut également citer la prime à l'emploi. C'est un mécanisme incitatif qui a été lancé premièrement dans le secteur de l'offshoring pour encourager les métiers d'offshoring et qui a été généralisé par la suite pour l'industrie. Aujourd'hui, c'est une subvention, c'est une prime à l'emploi en fait, qui se donne par le Conseil de la région et la commune de Fès pour tout emploi créé dans le secteur de l'offshoring, parce qu'on a démarré avec l'offshoring. Aujourd'hui, ce sont 5 entreprises qui ont pu y bénéficier. C'est 3,2 millions de dirhams qui ont été débloqués dans le cadre de ce mécanisme incitatif. Ça montre que lorsqu'on met en place les prérequis nécessaires, lorsqu'on met en place, que ça soit parce que l'investissement c'est un tout, ça a été évoqué un peu dans le premier panel, c'est pas simplement des infrastructures. Il faut les infrastructures, il faut les mécanismes incitatifs, il faut la main-d'œuvre qui va être qualifiée. Donc, c'est une dynamique qui doit être portée par on va dire, la coordination de tous ces facteurs qui fera que la région Fès-Meknès sera compétitive, sera attractive pour continuer à attirer de nouveaux investissements. Pourtant, vous faites bien de le dire, donc on est sur une dynamique de création d'emplois, on va dire, on est en train de revigorer certains secteurs, d'en instaurer d'autres, etc. Pourtant, la ville de Fès-Meknès a encore un taux de chômage qu'il reste important de corriger. Donc, comment mieux s'inscrire, comment mieux réduire ce taux de chômage? Et la question, elle est globale. Donc, que ce soit au niveau de la CGM, si je me dis, c'est la Araqi Hasseini, ou même c'est petit, comment aujourd'hui comment repenser cette dynamique tout en prenant comme l'un des objectifs, non pas le seul, la réduction du chômage. Alors, je vais peut-être répondre sur ça. Je passerai la parole à Seraki. Très brièvement, le taux de chômage au niveau de la région Fès-Meknès, il est dans la moyenne nationale. On est à 8,2, 8,3%. Mais la moyenne nationale, déjà, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus ou moins, on est dans la moyenne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que vous avez raison. Aujourd'hui, l'objectif en fait des investissements, c'est la création d'emplois. En tout cas pour nous, en tant qu'opérateur économique, lorsqu'on souhaite drainer de nouveaux investissements, c'est pour favoriser la création d'emplois et, in fine, bien évidemment, réduire le chômage. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les TPME, de manière générale, et plus précisément dans la région Fès-Meknès, ça représente à peu près 95% du tissu économique. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a de grands programmes qui ont été lancés au niveau national, au niveau régional, notamment le programme Telaka, que vous connaissez tous, qui a été lancé suite aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui avait pour objectif, en tout cas l'un des objectifs, c'était de faciliter l'accès au financement pour les jeunes porteurs de projets, pour qu'il n'y ait plus justement ce frein qui était le financement et qui empêchait en tout cas qui pouvait freiner l'entrepreneuriat ou décourager les jeunes à entreprendre. Et donc, dans le cadre de ce programme, qui a été lancé il y a à peu près 2 ans, donc les réalisations de la région Fès-Meknès sont bonnes. La région se positionne à la 4e place au niveau national, que ce soit en termes de nombre de bénéficiaires ou de montants décaissés. Ça montre que lorsqu'on met les moyens en place pour encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes, on y arrive. Bien évidemment, le financement n'est pas le seul levier, il y en aura d'autres. On a souvent parlé d'accompagnement. L'accompagnement, c'est un mot qui malheureusement est devenu un peu fourre-tout. Qu'est-ce qu'on veut dire par accompagnement? C'est quoi l'accompagnement? Et en fait, l'accompagnement, c'est être capable d'aider ces jeunes porteurs de projets à transformer leur idée en projet concret et donc en emploi. Et ça passe donc par de l'assistance, des programmes qui sont mis en œuvre par les partenaires au niveau de la région pour que justement ces jeunes aient des bases pour pouvoir s'approprier ces projets. Donc ça passe par de la formation sur les bases de l'entrepreneuriat, sur des modules relativement transverses qui ont été identifiés dans le cadre des travaux du comité régional de coordination du programme Telaka. Donc c'est de la formation sur les bases de l'entrepreneuriat, sur de la gestion de trésor, sur de l'idéation. Il y a vraiment une matrice qui a été établie par cible, parce qu'aujourd'hui, une Telaka, ce n'est pas simplement des jeunes porteurs de projets, c'est aussi de la TPE qui souhaite se développer, c'est des coopératives, c'est des agriculteurs, c'est de la start-up, etc. Et on a essayé, dans le cadre des travaux de ce comité, avec la CGM, avec les banques, avec la Chambre, même les universités sont membres de ce comité, d'imaginer une matrice avec, justement, d'une part, les cibles et d'autre part, on va dire, les différents cycles, les étapes du cycle de vie.
Et l'idée, c'était d'avoir des programmes qui permettent de filer toutes les cases, en quelque sorte, et que chaque cible ait justement un programme ou une offre qui corresponde à leurs besoins. Les besoins ne sont pas similaires. Donc ça passe, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'employabilité des jeunes, etc. Mais il faut, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il faut aussi que la région propose des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Il y a plusieurs programmes qui ont été lancés. Le programme Afouaj, le programme Saïdati Moukawila, qui encourage l'entrepreneuriat féminin. Il y a des programmes lancés en partenariat avec la CGM, avec les universités. Tout ça dans cette logique de transformer ces jeunes porteurs d'idées en entrepreneurs et donc en emploi. Justement, pour pouvoir inscrire ces opérateurs privés dans cet effort qui est finalement un effort qui ne peut être que collectif, parce qu'il ne peut être individuel, sinon la réussite ne saurait être là. Je préfère continuer sur ce que vous dites, parce que vous parlez d'accompagnement de porteurs de projets, mais il y a aussi les NEET. Il y a aussi ceux qui ne sont pas porteurs de projets. Et ceux-là, on en parle très peu lorsqu'on parle par exemple du nouveau modèle de développement. Nous parlons très peu de ceux qui ne sont ni porteurs de projets, ni patrons de projets, mais qui sont là, qui ont besoin d'emploi. Et peut-être, et même souvent, c'est des situations sociales assez précaires peut-être. Donc aujourd'hui, comment capter cette jeunesse-là, comment capter cette partie de la population. Donc, c'est l'Araqi. Écoutez, d'abord... je vois beaucoup de questions dans vos yeux, donc... je voir qui, sur l'affiche, s'attendait à voir M. Sebad El-Tahiri, le président de la Chambre. Ils ont eu droit à la version un peu plus âgée, un peu plus ancienne, mais j'espère tout aussi performante. Mais ça témoigne d'une chose, ça témoigne d'abord de la collégialité, de la prise de décision au sein de cette institution. Ça témoigne également, et ça confirme, ça corrobore aussi la tendance dans cette institution à avoir des mécanismes de prise de décision dans ces organes délibératifs, la majeure partie du temps unanimitaire, et je dirais tout le temps d'une manière consensuelle. En témoigne et met en avant le plan stratégique de la Chambre qui vient d'être adopté il y a une quinzaine de jours à l'unanimité des membres, et il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret quand ça remonte disons, des attentes des ressortissants, des entreprises, parce que nous on est limité par ce cadre-là. Ben, de toutes les façons, il y a adhésion à l'approche qui est adoptée et aux programmes qui sont adoptés. Justement, par rapport à cette question de l'emploi, je voulais rebondir sur l'intitulé même de ce panel. Comment faire de la région un hub de la croissance régionale. Tout à fait. Moi, je crois qu'il aurait été peut-être préférable de dire de la prospérité régionale. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement parle de prospérité. Qu'il s'agisse de l'ambition légitime de développement à laquelle l'ancien modèle ne pouvait plus apporter de réponse, la prospérité venait en premier lieu. Qu'il s'agisse par la suite, disons, des grands axes qui permettent de créer la confiance et de construire un Maroc solidaire et prospère. Et quand on parle de prospérité, la question de l'emploi se trouve au cœur de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, et Sitazi vient de le souligner d'une manière un peu, je dirais, subliminale, il y a tout en termes de hardware, en termes d'infrastructure. La région est sur une bonne rampe de lancement, mais c'est le logiciel, le changement de mindset qui doit s'opérer, et c'est le plus difficile à réaliser. C'est un travail qui nécessite une très grande ouverture, qui nécessite également, je dirais, d'abord une fierté d'appartenance à cette région, ensuite une convergence de vues entre tous les opérateurs, tous les institutionnels,
Je salue la présence parmi nous de M. Edouard Brabot, président de l'université, qui a été pionnier en venant dans l'antre de l'entreprise. En 2019, c'était au mois de novembre 2019, si mes souvenirs sont bons, et pour enclencher une dynamique d'ouverture qui ferait en sorte que la recherche, l'innovation et l'enseignement soient tournés vers les besoins de l'économie. Ça, ce sont un certain nombre d'indices très intéressants qui montrent qu'aujourd'hui, on est certainement sur la bonne voie parce que tout simplement, tous les intervenants, représentants de l'entreprise, CGEM, chambre de commerce, chambre d'agriculture, chambre d'artisanat, les intervenants également institutionnels comme le CRI sont un peu dans le même sens pour porter la région vers justement cette prospérité qui fait partie un peu disons, des objectifs du nouveau modèle de développement. Je crois que à partir de là, les mécanismes, les mesures incitatives sont l'expression et la traduction concrète d'une vision comme ça. Si on est tous dans la même vision, on peut facilement à ce moment-là trouver les réponses et les mesures nécessaires pour la réaliser. D'accord. Donc, mais justement, comment aujourd'hui faire en sorte que l'effort ou alors que la volonté plutôt d'investir, la volonté d'accompagner la croissance économique de cette région, de la part bien sûr des investisseurs et des opérateurs, comment aujourd'hui pouvoir répondre à cette attente des investisseurs? Est-ce que la région aujourd'hui, quels sont ses points forts? Comment arrive-t-elle aujourd'hui à séduire? Ou que propose-t-elle de plus que d'autres régions aux investisseurs qui y viennent? Alors, je vais vous dire, lorsqu'un investisseur veut investir, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi j'investirais ici plutôt qu'ailleurs, effectivement? Quel intérêt j'ai à investir ici plutôt que dans une autre région, etc. Et donc, il faut des prérequis de base. Et je pense que c'était l'objectif du plan de développement régional et la vision, en tout cas le SRAT, a fixé la vision à horizon 2042. Le PDR, c'est des projets prioritaires qui sont identifiés. Et il ne faut pas oublier que c'est le premier exercice de ce genre qui a été fait. Et en tout cas, la volonté derrière le premier PDR qui a été élaboré, c'est de dire quelle est l'infrastructure de base, quels sont les prérequis de base que je dois mettre en œuvre. Donc le B.A.B.A. du climat des affaires. Le B.A.B.A., que ce soit pour l'investissement, que ce soit dans le cadre du PRDTS, donc le programme régional de réduction des disparités territoriales et sociales, qu'est-ce que je peux faire en faveur du désenclavement, de la connectivité, donc des besoins de base. Donc aujourd'hui, il faut une infrastructure de base. On ne peut pas aujourd'hui vendre la destination Fès-Meknès si on n'a pas les prérequis. Et parmi les prérequis, donc il y a l'infrastructure de base. Aujourd'hui, on a de la chance dans la région Fès-Meknès d'avoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, une très bonne connectivité, un réseau autoroutier très développé, on a un aéroport qui accueille 3 millions, qui a une capacité d'accueil de 3 millions de passagers par an. La centralité de la région aussi est un point fort. Alors, il y a beaucoup d'atouts, effectivement. Il y a la situation géographique et géostratégique en termes de flux économiques et démographiques. Il y a la connectivité. Il y a non seulement un réseau autoroutier important, il y a, on va dire, un aéroport en pleine croissance avec plus de 27 destinations au départ de Fès. On a également, en termes de plateformes d'accueil, on a 13 zones industrielles existantes, c'est 1000 hectares de zones industrielles existantes. On en a certaines, bien sûr, qui sont programmées dans le cadre du PDR, comme le parc industriel de Ain Jgag, ou encore la future zone d'accélération à Ain Jgag qui va permettre d'avoir une zone franche au niveau de la région Fès-Meknès. On a la future zone industrielle de Ouislane-Amknes. Donc, il y a une programmation de ces infrastructures de base et ces plateformes d'accueil pour avoir ce premier prérequis qui est l'infrastructure. Il y a, par exemple, pour les métiers de l'offshoring, on a 20 hectares au niveau du parc Fès Shore pour accueillir les activités d'offshoring. Pour les activités d'agro-industrie, ça a été évoqué tout à l'heure, on a 147 hectares au niveau de l'agropolis de Meknès, qui est un pôle de compétitivité pour l'agro-industrie, avec un calipot d'alimentation, avec des services aux meilleurs standards qui permettent d'accueillir des investissements dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc l'infrastructure est là.
bien évidemment, l'infrastructure n'est pas suffisante. Et donc, c'est d'être capable aujourd'hui de former des personnes qui vont s'insérer tout de suite dans le marché du travail et qui vont répondre aux nouveaux besoins du marché. Donc, ça, c'est j'ai cité 3 prérequis, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a un cadre de vie agréable, alors on a également, je parlais tout à l'heure des plateformes d'accueil en dehors des zones industrielles, des zones offshoring, etc. On a aussi des zones logistiques qui sont programmées. On a la première au niveau de la plateforme logistique de l'ASLMA qui va permettre d'accueillir justement toutes les activités de logistique. On a un port sec sur 5,5 hectares. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que tous les prérequis sont là. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien forcément à envier à d'autres régions, ou même à l'international. Ça, c'est Jmouati qui va nous le dire. Alors voilà, justement, maintenant, il faut être capable de promouvoir, d'attirer et de continuer justement à mettre en place, à empiler ces prérequis pour pouvoir justement se dire aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à drainer de nouveaux investissements. Justement, cette force aussi, vous parliez tout à l'heure de main-d'œuvre, de capital humain, etc. Que ce soit Selalahi aussi, sur des missions, on va dire, différentes au niveau de l'Euromed. Mais l'Euromed en elle-même est un maillon important dans cet écosystème-là. Et aujourd'hui, donc comment ça s'opère pour un petit peu mettre en phase les attentes du marché avec les différentes formations, sachant que l'approche de formation au sein de l'Euromed est un petit peu particulière. Absolument. Merci madame et Ramadan Mubarak à tous. Effectivement, en fait, pour revenir sur votre question du début, mais qui raccroche avec celle-là, cette simple constitution de ce panel est finalement quelque part une première réponse à la question. C'est-à-dire, on est là dans la constitution de quelque chose qu'on connaît très très bien dans les modèles de développement et dans les stratégies d'innovation, ce qu'on appelle le modèle de la triple hélice. C'est-à-dire réussir à connecter ensemble la capacité d'engager du pouvoir public dans des investissements et de structurer les choses, la capacité d'investissement du secteur privé et la capacité d'innovation de l'université. Si déjà on arrive à connecter ces 3 dimensions-là, je pense qu'on pourra arriver vers quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous m'interrogez sur l'université Euromed. Justement, l'Euromed essaie de se positionner comme non seulement une université, mais comme un acteur du monde socio-économique et comme un opérateur économique de la région. Ça se fait effectivement via une formation et de la recherche d'excellence, ce qui est fondamental, mais ça se fait aussi par la traduction de cette formation et de cette recherche d'excellence dans des projets concrets. Les gens qui sont autour de la table ici connaissent un certain nombre de ces projets. Je citerai notamment le plus emblématique, le projet de la Smart Factory, de la FAS Smart Factory, qui est l'idée de construire sur le campus de l'université un écosystème dédié à l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est cette nouvelle industrie qui s'emploie à aller au-delà de l'automatisation, mais de la digitalisation complète des processus industriels en introduisant un certain nombre de technologies, l'IoT, la digitalisation, etc., etc. Donc, l'idée de la phase Smart Factory, c'est de produire au sein de l'université un écosystème, d'inviter les entreprises dans le cadre de l'usine modèle de venir tester, faire les proof of concept de leur projet, pour ensuite aller vers l'industrialisation dans un premier temps. Alors, il y a ces dimensions-là. Alors, il y a d'autres projets. Il y a le projet Agritech, qui est en partie financé par l'AFD, l'Agence française de développement, qui vise à développer, là encore, au sein du campus, un écosystème technologique et entrepreneurial tourné vers l'agriculture, pour essayer d'y introduire les technologies modernes et notamment accompagner les petits agriculteurs dans la croissance de leur valeur, de la valeur de ce qu'ils produisent. Et ça nous paraît extrêmement intéressant parce que ça contribue justement à cette dynamique régionale et à aller au-delà des grands pôles urbains, mais de pouvoir aussi irriguer les zones rurales par de l'innovation et par de la capacité à accroître les revenus. Il y a aussi le énergétique, il y a l'incubateur. Donc tout ça contribue à construire des écosystèmes qui sont tournés vers la création de valeur, la création de richesse. Vous parliez tout à l'heure de la formation. Moi, je pense qu'effectivement, il y a 2 niveaux. Il y a effectivement les formations qui sont destinées à
former les futures élites régionales et nationales tournées vers un certain nombre d'industries de pointe, le digital, le biotech, l'architecture, le business, etc. Et puis il y a effectivement la question des NEET que vous avez évoqué, qui constitue l'essentiel du chômage dans la région. Et là, effectivement, il y a probablement un traitement un peu différencié à adopter avec ces gens-là. Alors, au sein de l'université, nous avons quelques projets spécialement orientés vers ces publics-là. Je pense notamment au projet UDEV, qui est développé avec la région et avec l'entreprise CGI, donc, qui est un opérateur de services numériques, où l'idée c'est quoi? C'est de requalifier un certain nombre de personnes qui sont pré-recrutées par l'entreprise sur la base d'un programme de formation que nous déployons, de manière à les préparer spécifiquement pour les besoins de l'entreprise. C'est ce qu'évoquait aussi M. Tazi à l'instant sur l'entreprise qui venait visiter. Je pense qu'il y a ce travail de connexion des besoins très spécifiques des entreprises avec un public cible, parfois éloigné du marché de l'emploi, pour pouvoir les ramener vers le marché de l'emploi. Sur les formations un peu plus élitistes, moi j'aurais tendance à penser que au-delà de les préparer à répondre aux besoins de l'entreprise, on les prépare aussi à être capables de raisonner sur des problématiques beaucoup plus larges que les spécificités de telle ou telle entreprise. Donc en fait, il y a probablement deux niveaux sur lesquels nous devons travailler. Donc justement, c'est là où Seytej Mouati va nous dire, donc on a entendu beaucoup de choses, la région a beaucoup de potentialités, a beaucoup de points positifs. Donc c'est à croire qu'au final, les opérateurs économiques n'ont aucune raison de ne pas y être très, très nombreux, et surtout, et là où je vais souligner, et surtout de ne pas être partout dans la région. Parce qu'il y a aussi cette problématique, nous parlions de disparité, il y a une disparité même au niveau de l'investissement. Certaines villes, on va dire, captent plus d'investissements que d'autres. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cet état de lieu? Alors, je voudrais d'abord saluer et rendre hommage aux investisseurs de la région, aux opérateurs économiques de la région, pour leur résilience et leur capacité d'adaptation. Aujourd'hui, effectivement, ils ne font pas partie d'un écosystème spécifique. Nous n'avons pas les côtes, nous n'avons pas la proximité au port. Et malgré ça, les investisseurs de la région réussissent à être compétitifs et à innover et à être compétitifs malgré des surcoûts qui peuvent être parfois des surcoûts logistiques. Donc il y a beaucoup de choses, dont le capital humain, qui sont des facteurs de compétitivité très importants au niveau de la région. Mais je voudrais revenir sur une échelle un peu plus macro pour parler de la spécialisation régionale. Moi, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qu'a dit M. Moussa tout à l'heure. Je suis contre cette idée de catégoriser Fès comme, ou la région de Fès-Meknès comme une région tourisme, artisanat, secteur classique. Effectivement, on développe le tourisme, on développe l'artisanat, on développe les secteurs classiques, mais l'histoire a montré que le nouveau métier du Maroc, aussi que la région attire les nouveaux métiers du Maroc. Si on prend en compte le métier de l'automobile, par exemple, on a décidé un jour que le métier de l'automobile n'allait pas être, le secteur n'allait pas être attiré par la région, et on a annulé une zone industrielle qui avait été programmée en 2011. L'histoire a montré que les industriels, la nature a repris ses droits, et les industriels ont forcé les choses et ont fait en sorte, ont demandé à venir dans la région parce qu'ils ont pu capter tous les facteurs clés de la région. Et aujourd'hui, ils se sont installés et c'est parmi les sites les plus productifs comparé aux autres sites au niveau national. Pourquoi la région de Fès-Meknès n'aurait pas droit à l'automobile, n'aurait pas droit au ferroviaire, n'aurait pas droit à l'aéronautique, n'aurait pas droit à la pharmacie? Non, moi je dis que non. Nous avons toutes les compétences pour avoir droit à tous ces métiers nouveaux du Maroc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on prend le cas de Alstom qui devait faire des câbles, tout simplement, qui est la première échelle, on va dire, en termes de valeur. Aujourd'hui, Alstom va fabriquer des transformateurs mobiles pour les TGV. Et donc les TGV qui vont circuler partout dans le monde. On pourra dire que le transformateur électrique mobile, qui est de la très haute technologie, de très haute valeur ajoutée,
va être fabriqué à Fès dans les prochains mois. Il y a d'autres cas, d'autres exemples à citer. Il y a une entreprise marocaine qui est aujourd'hui basée à Fès et qui est fournisseur de rang 1 de Renault et de PSA. Et donc, ces entreprises-là ne sont pas là par hasard. Et l'être humain est rationnel, l'homme d'affaires l'est encore plus. Et je dirais qu'attirer les hommes d'affaires originaires de Fès pour venir investir à Fès, moi, je m'oppose complètement à cette idée. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'ils doivent venir, bien sûr qu'on va les encourager à venir. Mais au même titre que nous voulons encourager tous les Marocains du Maroc à venir, qu'on va attirer tous les Marocains du monde à venir et tous les investisseurs étrangers. On veut que le territoire soit attractif. Mais un homme d'affaires est avant tout rationnel, il faut que son business marche et c'est pas pour investir. Oui, mais il faut bien que ça commence quelque part. Oui. Parce qu'à partir du moment où on attend toujours que, j'ai pas envie de dire de bêtises, où on va toujours attendre que, par exemple, que Mouzer ait les mêmes potentialités que Fès, eh ben, on va tarder à développer oui. Alors là, vous parlez de disparité voilà, donc à un moment donné, il faut bien que l'investissement mise sur cette région, sur ce qu'elle peut devenir, et décide de contribuer à son essor. Alors, cette région est très attractive. Elle a commencé à attirer beaucoup de multinationales, notamment aussi dans l'ingénierie. Nous avons une multinationale qui emploie actuellement 1000 ingénieurs à Fès Chor. Donc aujourd'hui, l'attractivité n'est plus à prouver. Aujourd'hui, il faut simplement être capable de la voir. Et l'attractivité n'est plus à prouver. Nous avons beaucoup d'opérateurs qui sont aujourd'hui installés et qui sont très contents et qui veulent se développer encore plus. Maintenant, vous parlez de disparité d'équité à l'intérieur de la région. Effectivement, si on prend le cas par exemple de Meknès, pour moi, l'emploi passe par l'industrialisation, avant tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de création d'emplois stables à long terme. Donc, il faut passer par l'industrialisation. Et l'exemple de Meknès, qui a fait que 50 hectares a été réservé à l'industrie automobile, a fait qu'aujourd'hui, Meknès, avec 31% des entreprises au niveau de la région, elle représente ou bien elle concentre 41% des déclarés à la CNSS, des emplois déclarés à la CNSS. Donc c'est la deuxième ville de la région en termes d'entreprises et c'est la première en termes d'affiliés à la CNSS. Donc ça montre quelque part que l'industrialisation est un élément important, est un élément essentiel, pas important mais essentiel pour la création et la sauvegarde de l'emploi. Maintenant au niveau intra-régional, nous avons effectivement les deux provinces, qui sont les provinces, deux préfectures, pardon, qui sont les préfectures de Fès et de Meknès, qui représentent 60 à 70% des entreprises et de l'emploi. Nous avons ensuite la province de Tsaza qui représente 10%, mais il y a un équilibre qui est en train un peu de se créer, notamment si on prend la province de Sfro, qui va dans les prochaines années dépasser peut-être Fès et Meknès en termes de création de sociétés, de création d'emplois, avec les nouvelles zones qui sont en train de se créer, de zones industrielles, d'accélération industrielle, et la zone de Ain Chegag. Donc il y a un équilibre qui est en train de se créer, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir région. Il faut réfléchir région, il ne faut plus réfléchir ni ville, ni province, ni... Aujourd'hui, la concurrence, elle est régionale. C'est une concurrence qui est saine, qui doit être entre les différentes régions. Les régions doivent se prendre en charge, effectivement, mais on a aussi besoin de la présence de l'État, comme ça a été le cas dans différentes régions. Et je pense que c'est le plan de développement régional et le SRAT qui va faire que la région de Fès-Meknès va être bien positionnée en termes de compétition par rapport aux autres régions. Et je le dis encore, il faut qu'il y ait de la compétition, une compétition qui est saine, mais je ne dirais pas entre les provinces et les préfectures qui concernent la région, mais entre les différentes régions. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes du même avis? Écoutez, je partage d'ailleurs tous les avis
Avec vous, il n'y a pas de problème. Le consensus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, quand j'entends cette thèse, je me dis, ben, écoutez, ça fait du baume au cœur et ça me renforce dans l'idée que je me suis faite il y a une trentaine d'années de cela, de m'installer à Fès, qui est aujourd'hui la région Fès-Meknès. Quand j'entends ces remarques, je crois que effectivement, ça symbolise ce changement de mindset qui est très important et cette fierté d'appartenir à une seule et même région qu'il s'agit de défendre pour justement y ramener de l'investissement productif, de l'investissement générateur d'emplois et que, in fine, il ne s'agit pas de se fermer à quelques métiers. Il y a effectivement à prendre en considération dans un environnement et dans un contexte de budget contraint la nécessité d'établir des priorités selon le potentiel immédiatement mobilisable dans les différentes zones géographiques, mais l'approche réticulaire qui fait que les différents échanges géographiques de la région font partie de la région, et on les a toujours au niveau de la Chambre cités d'une manière par ordre alphabétique, en commençant par Boulmen, Ifren, Hajeb, Fès, Sefrou, Taouna, Taza. Je crois que je n'en ai raté aucune, Moulaire, bien sûr, mais bon, c'est un peu... Donc, cette approche fait que, bon, on défend un territoire. On met en avant ses potentialités. Je vous raconterai une chose. J'ai coutume de dire, d'appeler ce territoire, bon, c'est le bipôle, c'est comme ça que ça a été voulu, mais moi je l'appelle cœur du Maroc. J'étais en France avec les responsables des Hauts-de-France. Ils présentaient leur territoire. Et quand ils m'ont demandé de présenter le territoire que je venais marketer, j'ai eu tout de suite cette illumination. Ça m'arrive des fois de dire, c'est le cœur du Maroc. Cœur géographique, cœur historique. On a une richesse extraordinaire. Le plus grand nombre d'anciennes médinas peut-être, concentrées dans un seul territoire. Et bien sûr, une aspiration, une ambition, à ce que ça devienne également le cœur économique dans le pays. Donc, pour nous, aujourd'hui, j'ai cité les deux intervenants. Je voudrais également ajouter avec ceci que dans un autre cadre, dans un cadre associatif, l'UMF est intervenu sur un programme pilote et très intéressant de formation de ces jeunes diplômés en situation difficile, en état de chômage durable. Et la grande réussite, c'était de les entendre dire, en fin de compte, en témoignage de cette formation, je le dirais, et ça, c'est des choses qui ne sont pas quantifiables, C'est percutant. qui donnent, je dirais, le tempo sur l'évolution et sur ce qu'il faut faire. En tant que chambre de commerce, certaines personnes présentes ici y ont participé. Nous avons initié à partir de 2017 un forum économique régional qui a pris une dimension internationale et avec un fil conducteur. Il a commencé la première année par s'intéresser à l'intelligence territoriale, à d'abord explorer le potentiel, voir un peu quelles étaient les perspectives et chercher les partenariats. Et après, en 2018, déjà, la thématique portait sur les nouveaux modèles, les modèles de développement innovants dans des mondes en mutation. Pour finir par dire, en 2019, afin que la pandémie ne le rattrape et ne stoppe cette dynamique qui devrait reprendre incessamment sous peu selon l'expression d'usage, pour parler tout simplement des partenariats innovants
qui sont à même de créer des synergies de croissance. Et aujourd'hui, sur toutes les interventions, je mesure toute l'importance d'un événement qui était un peu un des événements phares de ce forum. Sur 3 éditions successives, c'était les trophées de l'entreprise régionale. Parce que justement, il faut reconnaître toute la valeur de ces champions régionaux qui, disons, dans des conditions des fois qui étaient difficiles, mais qui aujourd'hui véhiculent un message. Être dans la région de Fès-Meknès, c'est un avantage. Avant de venir ici, j'ai tardé d'ailleurs à venir parce que je suis à Sidi Ibrahim, installé à Sidi Ibrahim. Quand je passe devant Kotef, chaque jour que le bon Dieu fait, je me dis, ben, s'il n'y avait que ça à mettre à l'actif de ce forum, c'est une très bonne chose de voir que Alstom, ça se développe. Alstom, ça crée une dynamique, ça appelle d'autres investissements, etc. Et tant qu'on y est, je voudrais justement prendre, je ne vais pas verser dans les chiffres, mais je prends un peu les 4 axes fondamentaux du plan stratégique de la Chambre. Il y en a un, je vous en ferai grâce, c'est celui concernant le renforcement des organes et des missions de la Chambre. Celui-ci fait partie de la vision stratégique de toutes les chambres. Mais de toutes les façons, c'est déjà important de s'inscrire dans l'excellence, de s'inscrire dans un mode de gouvernance orienté vers, je dirais, la performance. Mais quand on a un axe relatif à l'amélioration des prestations et qu'on voit qu'on a expérimenté quelque chose, Maroc PME, qui a installé une antenne dans les locaux de la région de Fès-Meknès et dans les locaux de la chambre de la région Fès-Meknès, c'est très simple. C'est un chiffre. On est passé à la 3e position en termes d'entreprises bénéficiaires des concours de Maroc PME. C'était dû tout simplement à un service de proximité. En termes d'amélioration de l'attractivité territoriale, on a un certain nombre d'objectifs qui ont été définis et la Chambre aujourd'hui porte des projets structurants qui vont permettre d'améliorer davantage la capacité d'accueil des investisseurs, de sédentarisation de nos ressources humaines, parce que je considère qu'on ne peut pas aller vers la prospérité, sortir de l'ornière du sous-développement qu'en tuant l'ignorance. Et le capital humain est très important, un capital humain qui est une bonne formation, etc. Donc on avait un projet, on va le remettre en piste, c'est celui de l'école du numérique pour les quartiers défavorisés, en relation avec les Marocains du monde, qui était un projet formidable par les effets qu'il peut avoir. On a un certain nombre de projets très importants, mais le plus important, c'est que l'infrastructure y est. Il faut qu'il y ait également le software. C'est le parc des expositions, le palais de la foire à Taza. Donc ce n'est pas limité à l'aspect. Pour finir, je voudrais dire que à partir de là, on considère que tout simplement, parlons de modèle de développement, développer pour nous a toujours été de dire ce n'est pas seulement mettre la brique debout, mais mettre l'homme debout, le mettre au cœur de l'équation de la prospérité régionale. Et c'est le plus important. Justement, c'est très intéressant ce qui a été dit. Juste vous reposer la question à vous. Est-ce que vous pensez, parce que l'histoire de l'équité territoriale revient très souvent, est-ce que vous pensez que si on met en place une zone industrielle au niveau de chaque province, on va résoudre le problème de l'équité territoriale? Je pose la question. Du tout. Très bien. Alors, justement, c'est en prenant en compte peut-être les spécificités de chacune de ces communes. Je ne parle pas de province, je parlerai des communes. Oui. Donc, en étudiant chacune des communes, en prenant en compte la spécificité qu'elle a,
en essayant de capitaliser dessus pour profiter au mieux du capital humain qui est là. Alors, Et c'est de ça finalement alors qu'il s'agit. justement, c'est exactement ça, parce que l'équité territoriale, on en parle lorsqu'il s'agit de services de base aux citoyens. L'eau, l'électricité, les routes, la connectivité, le désenclavement, ça effectivement, il faut qu'il y ait de l'équité territoriale. Ça, c'est des prérequis. C'est des voilà, prérequis qui sont aussi en faveur du marketing territorial. Bien sûr, mais ça, c'est à la limite, c'est la base. C'est la base qui doit être là pour ne serait-ce que le minimum à proposer aux citoyens. Maintenant, il y a le développement économique. Et comme vous l'avez dit, chaque territoire, en tout cas quand je parle de territoire, c'est des provinces et bien sûr après des communes, mais si on s'arrête juste au niveau provincial, chaque province a ses atouts. La région, lorsqu'on parle de la région, quand on dit la région de Fès Meknès, c'est le premier producteur de cerises, premier producteur de capre, premier producteur d'huile d'olive, la seule mine de Rassoul au monde. Tout à fait. Pas au Maroc, au monde, etc. Et ça, je vous parle, ça c'est pas au niveau de Fès Meknès, hein. Ça c'est Sfro, ça c'est Taounat, ça c'est Boulman, donc il y a des atouts, comme vous l'avez dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais vous dire juste une petite anecdote. J'ai reçu un coup de fil d'un investisseur qui est installé aux Émirats Arabes Unis et qui est marocain et qui est dans les cosmétiques, les produits cosmétiques. Et qui me dit, le Rassoul, je l'utilise, je le transforme, je l'utilise dans mes produits cosmétiques, mais aujourd'hui, je n'arrive plus à m'approvisionner du Maroc parce que la qualité, en tout cas, du produit, en tout cas de la matière première qui vient du Maroc, n'est pas aux normes nécessaires pour pouvoir... Donc, je m'approvisionne de Marseille pour pouvoir transformer. Alors que le produit de Marseille n'est que le produit du Maroc, parce qu'il est importé du Maroc, et qui est retraité. Donc, c'est pour vous dire, ça c'est juste un exemple, pour vous dire, il y a la matière première, et aujourd'hui, il faut que les entreprises, que les investisseurs ne soient plus dans une logique de zéro risque, c'est-à-dire je fais le minimum et je m'attends à une rentabilité maximum, mais c'est aussi d'être capable de s'inscrire dans une économie plus large, plus ouverte, en prenant des risques, en allant sur des nouvelles niches, etc. Parce que chaque territoire, on vient de le voir, a ses atouts. Prenons l'exemple de l'huile d'olive. Aujourd'hui, on a un nombre très important d'huileries au niveau de la région Fès Meknès. Et il y a des provinces qui sont spécialisées dans l'huile d'olive. Mais aujourd'hui, si vous voyez la part d'huile d'olive qui est exportée, notamment dans des marchés très consommateurs du type aux États-Unis ou bien dans les pays d'Europe de l'Est, on voit que les produits marocains, on ne les retrouve pas à l'export. Pourquoi? Parce que le niveau de transformation n'est pas au standard requis à l'export pour pouvoir... Tout à fait. Donc, aujourd'hui, je vous dis, il y a une très grande opportunité pour les industriels, pour les investisseurs, justement aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des remarques, ou l'un des constats qui ont été émis il y a quelques jours par l'Observatoire marocain de la TPME dans sa récente étude sur la région, sur ce problème de transformation. Exactement. On est sur des niveaux de transformation encore relativement faibles et il y a donc de très grandes opportunités pour que justement on s'inscrive dans plus de valeur ajoutée et dans plus de... Et ça, alors justement, le CRI a lancé une étude de positionnement il y a quelques semaines de cela. L'objectif de cette étude de positionnement, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Sibnou tout à l'heure, c'est de dire on peut tout faire. Mais aujourd'hui, il faut pour pouvoir tirer le meilleur de ce qu'offre la région, il faut qu'on identifie des filières prioritaires. Bien sûr qu'il y a des secteurs historiques, ils vont continuer à apporter une partie de l'économie régionale. Mais il faut qu'on identifie des filières prioritaires sur lesquelles la région doit se positionner pour avoir un vrai avantage compétitif à l'échelle nationale et à l'international. Donc il faut y aller par strate, selon vous. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette étude, bien évidemment, est qu'il fait intervenir dans une logique, dans une démarche participative, tous les acteurs, bien sûr, au niveau régional et même au niveau central. L'objectif de cette étude, c'est de dire justement aujourd'hui, nous avons des secteurs qui portent une partie de l'économie régionale. On va continuer bien sûr à investir dans ces secteurs-là, mais il y en a d'autres qui ont un potentiel très important et sur lesquels nous devons orienter nos efforts, que ce soit en termes de promotion, que ce soit en termes d'infra, que ce soit en termes de mécanismes incitatifs, etc., pour que la région Fès Meknès ait une marque, on va dire, à développer et qu'elle puisse aujourd'hui justement être reconnue sur certaines filières, justement, qu'on va porter à un autre niveau en termes de valeur ajoutée, en termes de transformation. En attendant d'en préparer d'autres. Et justement, comment les universités, les écoles, les instituts, etc. peuvent s'inscrire dans cette dynamique pour, in fine, offrir aux entreprises le capital humain nécessaire? Je pense que c'est déjà en travaillant ensemble, c'est-à-dire en dialoguant, en discutant, en ayant des moments de rencontre, d'échange, en essayant d'ouvrir nos filières de formation pour que les entreprises puissent savoir ce qu'il y a
dedans et que les entreprises puissent elles-mêmes ouvrir leurs portes pour qu'on puisse nous comprendre leurs besoins et pouvoir travailler en bonne entente avec eux sur la préparation du capital humain. Cela dit, moi je ne pense pas que l'université ait pour seul rôle de préparer le capital humain aux besoins d'aujourd'hui. Parce que les besoins qui s'expriment aujourd'hui ne sont pas les besoins qui s'expriment demain, et il faut préparer un capital humain qui est capable de s'adapter, de se transformer, et comme on dit aujourd'hui, d'apprendre à apprendre pour intégrer de l'agilité pour intégrer les contraintes de demain qui ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu très fort de ne pas se limiter aux besoins d'aujourd'hui. On le prépare aussi en transformant les mindsets. Il y a un élément qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué, qui me semble, moi, porteur d'opportunités pour la région, c'est la connexion de l'entrepreneuriat et du digital. Parce que pour le coup, ces deux dimensions sont potentiellement porteuses de ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire la capacité à passer au niveau supérieur sans être passé par toutes les étapes de développement qu'ont pu connaître certaines régions, et que peut-être la région Fas Meknès a peut-être manqué à un certain moment, dans le sens où nous avons une jeunesse très bien formée, avec un niveau de formation très élevé. Moi, je suis toujours très étonné, positivement, je veux dire étonné, de voir la capacité d'innovation et de créativité de nos jeunes. À l'université, on organise très régulièrement ce qu'on appelle des hackathons, des concours d'innovation, dans lesquels les étudiants ont la potentialité d'exprimer leur créativité, leur innovation. On le fait même souvent avec des entreprises. Là, en janvier dernier, nous étions avec la Royal Air Maroc, qui nous a invités, qui a invité nos étudiants à réfléchir pendant trois jours sur comment intégrer des comportements responsables dans le comportement des collaborateurs. Et donc les étudiants ont travaillé, ont développé en l'espace de 3 jours des applications numériques, des artefacts pour amener les gens à modifier leur comportement et pour fédérer autour des comportements responsables. Et ça, on le réplique sur tout un tas d'activités et d'entreprises. Donc, amener les étudiants à intégrer l'idée qu'ils sont eux-mêmes capables d'être créateurs d'entreprises, de le créer localement en regardant autour d'eux quelles sont les problématiques locales auxquelles on peut répondre. Le programme dont a parlé Sila Araki tout à l'heure des diplômés chômeurs a intégré une dimension entrepreneuriale et dans lequel les entrepreneurs sont partis de leur vécu et de leur quotidien pour pouvoir développer quelque chose. Et ça répond aussi à la question des disparités intra-régionales. C'est-à-dire amener les gens localement à penser les problématiques locales et à se dire comment le digital peut m'accompagner dans mon processus entrepreneurial pour développer des réponses locales à des problématiques. Je pense que ça peut être aussi une solution pour apporter cette logique de développement durable et inclusif que tout le monde cherche. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur un point qu'a soulevé mon ami Selim Hadid, qui est du partenariat innovant. Et je pense que les partenariats innovants sont la base du succès des projets de demain. Et là, je voudrais citer à titre d'exemple deux projets. Le premier, c'est le projet de partenariat, la convention qui vient d'être signée entre la CGM et le pôle universitaire de la région Fas Meknès. Et donc, ce partenariat établit en fait une plateforme de discussion, de réflexion et du suivi des projets qui vont être lancés entre la CGM et les universités de la région. Et parmi les projets je voudrais parler, comme mon ami a parlé du projet Fas Smart Factory, je voudrais en reparler, mais sous une autre forme. Je voudrais parler du partenariat, de la genèse du projet. C'est un projet modèle parce que c'est un projet qui est né d'une collaboration entre la CGM locale, entre la région, les autorités locales, l'université Euromed, le fonds MCA, Millennium Challenge, le ministère de l'Industrie. Et c'est un projet qui a démarré en 2019 et qui a été monté pendant la période du confinement à distance et qui est aujourd'hui une réalité. Le projet est en cours de construction. C'est un projet qui a démarré avec 104 millions de dirhams
dont la moitié subventionnée par le fonds Millennium Challenge. Nous avons dû répondre à cet appel d'offres dans des conditions très, très compliquées. Quels sont aujourd'hui les principaux enseignements de ce projet? Alors, les principaux enseignements, c'est que l'idée est partie, le projet est parti d'une idée, avec 0 dirham. Monsieur Louali a très vite saisi l'importance du projet. Nous avons orienté vers la région qui a tout de suite donné son accord pour 30 millions de dirhams. Nous avons vu Euromed qui était tout de suite partant et qui ont mis en place une équipe, que j'appellerais une équipe de choc, qui a pris le lead et qui a mené le projet à terme. Tout ça pour dire que les finances ne sont pas un problème. Quand on sait travailler en bonne intelligence avec toutes les différentes compétences qu'il y a, on arrive à des résultats. Et aujourd'hui, on peut se réjouir qu'au niveau de la région, que ce soit entre la CGM, la Chambre de commerce, les universités, le CRI, les autorités, la région, l'information transite le jour même. Donc, l'investisseur qui vient à FES, qui passe par la CGM ou la Chambre ou par l'université ou par le CRI, il est pris en main. Il y a vraiment une convergence de vues et je trouve que c'est très important pour l'attractivité régionale. Donc, ça c'est un facteur important. Par rapport à la collaboration avec les universités, en y réfléchissant, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut classer les formations en 3 catégories. La première, c'est la formation qu'on va dire, entre guillemets, à la carte, pour les multinationales qui viennent avec des fiches techniques, voilà ce que je veux. Et donc, il faut très vite réagir et produire pour des sociétés d'ingénierie comme Alstom ou comme l'offshoring, comme Senexa ou autres, produire des profils spécifiques parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. La deuxième, c'est la transformation digitale des entreprises existantes. Et là, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Tous les secteurs y auront droit à la transformation digitale. Et là, il faut créer un partenariat avec les universités, que ce soit dans l'agro-industrie ou dans des secteurs qui ont déjà pris les devants comme l'automobile. Il y aura la transformation digitale est nécessaire. Et le troisième aspect, nous sommes une région, ce qu'on appelle une région universitaire. Et une région universitaire fait qu'on ne peut pas employer tous les lauréats qui vont sortir des universités de la région. Ce qui est le cas un peu partout dans le monde. Les villes universitaires n'emploient pas tous les lauréats qu'ils forment. Et aujourd'hui, nous devons former les ressources de la région, les étudiants de la région aussi, vers des métiers dans lesquels ils vont briller au niveau international. Il y a beaucoup de créneaux qui s'offrent à nous et ça fait partie justement de la réflexion à mener avec les universités pour toujours anticiper les métiers qui vont être là dans 5 ans. Il ne s'agit pas de former voilà, c'est les métiers, mais le futur à très court terme. Parce que les métiers qu'on aura dans 5 ans, ce n'est pas les métiers qu'on retrouvera dans 10 ans. Et donc, il faut toujours une cellule de veille pour réfléchir à comment adapter les formations, à anticiper les métiers de demain. Et j'ai un exemple que je vais encore vous ressortir. Ces métiers, je le ressors tout le temps. C'est par exemple le secteur du gaming. Le secteur du gaming, c'est 300 milliards de dollars de revenus annuels aujourd'hui. C'est un secteur qui a dépassé le cinéma et la musique réunis. Tout à fait. On n'a besoin de rien d'autre que d'ordinateurs et de fibres optiques pour encourager les jeunes dans ce sens. Paraît-il, les jeunes Marocains sont déjà très... Exactement. Mais ils sont autodidactes. Donc maintenant, il s'agit quelque part de les mettre un peu, de canaliser ces compétences qui sont autodidactes et qui réussissent dans des concours à l'international qui ne sont pas connus. Il y a des Marocains qui sont très connus sur le plan international au niveau du gaming et qui ne sont pas connus ici. Il y a des talents à encourager. C'est aussi le rôle de l'université de déceler un petit peu ces talents. Et donc, il y a des métiers de demain qui sont en réalité les formations d'aujourd'hui. Oui, mais justement, il y a une question que je me dois de poser, parce qu'on parle aussi de modèle de développement, on parle de développement régional. Et on ne peut pas ne pas s'interroger sur comment le tissu économique peut-il accompagner, quand on parle de développement et de région, on parle aussi de santé, on parle aussi de soins, on parle aussi... Comment le tissu économique aujourd'hui peut-il contribuer à cela? Parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire, in fine, et je crois que sur ce point-là, il y a un consensus. Donc comment le tissu économique peut-il accompagner sur des secteurs ou alors des besoins de base au niveau régional? Je crois que quand j'ai apporté la précision par rapport à entre
croissance et prospérité, Tout à fait. j'intégrais également cet élément. Et je crois que ça fait partie des pistes de positionnement de la région. Vous savez, concernant le tissu économique, effectivement, on ne peut pas être dans une logique du zéro risque, mais il faudrait également qu'il y ait une certaine rentabilité, un certain intérêt à investir dans un créneau ou dans un autre. Donc je crois qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui, en tant que représentant justement de ce tissu économique, en tant qu'institutionnel, etc., de travailler sur les orientations des investissements ou des axes d'intervention de ce secteur économique. Et en entendant Saoumak parler de cette belle success story de Smart Factory, je voulais insister sur une chose qui concerne un peu la région, mais on dit bien que dans une entreprise, il y a deux éléments. Les éléments peut-être les plus importants dans l'évaluation d'une entreprise n'apparaissent pas sur son bilan. Ce sont d'abord ses femmes et ses hommes. Je ne veux pas voulu dire ses hommes, parce que c'est pour être dans l'inclusion, et sa réputation. Et je crois que c'est un peu la même chose pour la région. Notre région, c'est une région qui vaut d'abord par la qualité de ses entrepreneurs. On dit bien chez nous, dans le chef-lieu de la région, Fès, donc et c'est un peu la même chose pour toute la région, mais il y a quelque chose de très important, c'est la réputation. Vous avez tout à l'heure fait une intervention tout de suite par rapport au taux de chômage, alors qu'il s'avère qu'il est dans la moyenne nationale. Notre principal job aujourd'hui pour marketer notre territoire, c'est de tordre le cou à un certain nombre, je dirais carrément... Il n'y a pas que le chômage, il y a la sécurité, par exemple. Il n'y a aucun problème de sécurité. Si vous m'excusez, et je terminerai par là, il faut tordre le cou à un certain nombre d'images, je dirais nocives, qui ont été accolées à une certaine époque et à ce territoire, et qu'aujourd'hui, notre job aujourd'hui, c'est de présenter une image d'affranchir la région de ces... une image différente. Je dis une image différente, et je tiens à mettre l'accent sur un secteur qui a été le premier à être cité sur le film institutionnel du CRI, mais dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le tourisme. Tout à fait. Pour aujourd'hui se dire qu'il y a des tendances lourdes qui se dégagent par rapport au tourisme de demain, que nous avons un potentiel énorme pour faire de ce secteur d'activité un véritable levier de développement. Mais on a beaucoup de choses à mettre en avant, un art de vivre, un art d'être. Si je suis aujourd'hui en djellaba et en slam, ce n'est pas fortuit. Je crois que ce sont des choses qui peuvent permettre de marquer la singularité, la spécificité, l'ADN de la région, l'ADN de ce territoire, et qui peuvent coller bout à bout, permettre de créer cette dynamique qui pousserait ce territoire vers une nouvelle image, celle d'un territoire en action. Et je peux vous assurer d'une chose aujourd'hui, c'est que toutes les institutions, autorités locales, collectivités territoriales, intervenant dans le secteur économique, sont dans cette logique de passer à l'action. Ce qu'on voit pour les zones industrielles, je peux vous citer un certain nombre de réflexions sur des zones industrielles et des zones d'activité économique, notamment le cas de la chaussure dont on a parlé. Ce sont des réponses
concrètes à des problématiques posées par des opérateurs économiques qui travaillent ou dans le formel ou même dans l'informel pour en assurer l'intégration. Donc c'est surtout cette image d'une région en action qui va vers cette prospérité régionale que je voudrais surtout souligner et que je voudrais qu'on garde en fin de cette rencontre. Justement, c'est sur cette belle tonalité Juste une dernière phrase que je vais vous céder justement la parole pour un petit mot de la fin, parce qu'on a environ 7 minutes, 10 minutes. Un point, juste peut-être pour reprendre un peu ce qui a été dit et répondre à votre question par rapport au secteur privé. Parce qu'effectivement, un des objectifs du nouveau modèle de développement, c'était d'inverser la tendance des 2 tiers, 1 tiers d'investissement public et investissement privé. Exactement. Aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Ça serait illusoire de croire que l'État a pour vocation et de construire et de gérer et de tout. Ce n'est pas possible. Dans tous les secteurs, ce n'est pas possible. Et donc, peut-être je dirais qu'il y a 2 points à retenir. C'est le premier, c'est qu'il faut multiplier les partenariats publics-privés. Ça, c'est un point, je pense, important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un déficit en termes de partenariat public-privé, alors que tout le monde, dans une logique win-win, trouverait son compte. On voit beaucoup de grands projets, justement, où on met beaucoup d'argent sur l'infra et qui, au bout d'un moment, voilà, il faut réinjecter de l'argent pour les maintenir à niveau, etc., parce qu'on n'a pas pensé à la gestion, parce qu'on n'a pas pensé à tous les paramètres, que le secteur privé, peut-être, cette approche, en tout cas, l'a beaucoup plus. Et le deuxième point, j'encourage tous les investisseurs de la région, et de manière plus générale, à être courageux et à sortir un peu de leur zone de confort, spécialement dans la région Fès-Meknès. Quand on parlait tout à l'heure du zéro risque, je pense que c'est peut-être un peu une mentalité qu'il faut changer. On parlait tout à l'heure du logiciel, du mindset, il faut la changer. Le privé ne doit plus se contenter de petits projets à très faible valeur ajoutée. Il faut voir grand. Il y a des outils qui sont mis en place. Il y a la banque de projets du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il y a une banque de projets qui est en cours de préparation au niveau de la région Fès-Meknès que le CRI a lancé avec les partenaires dans différents secteurs. Vous parlez de la santé, l'agriculture, le tourisme, l'industrie, etc. Pour justement donner des idées aux investisseurs pour venir investir dans la région Fès-Meknès. Il y a des mécanismes incitatifs. Il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut plus être dans une logique où on se dit... Il y a tout ce que nous n'avions pas il y a quelques décennies. Exactement. En fait. Donc il ne faut plus être dans une logique, c'est l'histoire de la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on attend d'avoir suffisamment de demandes pour que je mette en place mon offre, ou bien est-ce que je mets en place une offre innovante, justement, qui est courageuse et qui va apporter, et qui va créer la demande. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment l'approche, je pense qu'il faut changer. Il y a peut-être on va dire une approche un peu attentiste, et je pense qu'il faut vraiment agir dessus parce que tous les prérequis, en tout cas tous les facteurs clés de succès sont là pour que la région poursuive son développement et atteigne justement cet objectif de croissance et de prospérité. Justement un petit peu de la fin par rapport à ça, le C'était CRI dans cette dynamique, donc le CRI... Écoutez, le CRI avec tous les partenaires de la région sont là justement pour accompagner les investisseurs, les porteurs de projets. Le film qu'on a pu projeter tout à l'heure qui est disponible sur notre chaîne YouTube est disponible en 3 langues. On a parlé de la promotion du territoire et du marketing, c'est très important. La région Fès-Meknès a des atouts, a des potentialités. C'est dans cette optique qu'on a réalisé ce film institutionnel de la région. C'est dans cette optique qu'on a fait une refonte de notre site web qui est également disponible en 3 langues, qu'on a mis en place un certain nombre de e-services. C'est des solutions 100% digitales au service de l'investisseur pour se renseigner sur la région, pour se renseigner sur les offres incitatives, pour l'accompagner à réaliser, à monter son dossier de projet, son dossier de financement. Le CRI, dans sa nouvelle version post-réforme, suite aux orientations de Sa Majesté, se positionne vraiment en tant qu'interlocuteur unique des investisseurs pour les accompagner tout le long du cycle de vie de leur projet. Et donc aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre d'outils. La digitalisation a aidé. Je rappelle que la plateforme CRI Invest a été déployée il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, c'est près de 900 000 utilisateurs au niveau national. C'est un parcours d'investissement 100% digitalisé depuis la prise de rendez-vous avec un chargé d'affaires jusqu'à l'obtention des autorisations en ligne. Et donc, on est en train, dans cette logique de digitalisation, de simplification des procédures, d'accompagnement, nous essayons de tout mettre en place pour qu'il y ait cette relation de confiance qui est nécessaire à tout investissement. Bien évidemment, le CRI avec bien sûr tous ses partenaires, la Wilaya, la région, la CGM, la Chambre, les universités, tous les partenaires économiques et institutionnels de la région œuvrent pour que la région Fès-Meknès soit un vrai pôle d'attraction des investissements. Si c'est petit, rapidement, un petit mot de la fin. Non, très rapide, pour dire qu'effectivement la région a des atouts très forts. Qu'il y a une forme d'alignement des planètes qui est en train de s'opérer. J'ai l'impression qu'on l'a pas mal mis en exergue
dans les échanges. Il y a effectivement du courage à avoir du côté des investisseurs. Moi, je plaide beaucoup pour le développement d'un fonds de capital risque régional pour l'accompagnement notamment des start-upers et des jeunes porteurs de projets parce que il faut lancer la dynamique. Et puis, il y a aussi l'attractivité de la ville, de la région, l'ouvrir un peu. Moi, j'ai été, pour rester sur une anecdote, moi, je suis rentré directement de Paris à Fès, sans y avoir grandi. Mes amis m'ont pris pour un fou. Et donc, je pense que ça représente beaucoup aussi cette image négative qui est mise sur la ville, et que donc, je pense qu'il y a lieu de changer parce que la ville change, la ville se transforme, et il faut accompagner ce changement par l'ensemble des acteurs. Il fallait ajouter quelque chose. Je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, appeler nos jeunes à s'installer dans la région, ce n'est pas quelque chose qui doit se décréter. On ne peut pas décréter l'emploi, on ne peut pas décréter l'investissement, on ne peut pas décréter également l'installation ou l'implantation dans une région. Aujourd'hui, les décideurs de la région doivent mettre en place tous les éléments. Il y a tout un grand nombre de chantiers qui sont en marche pour justement offrir un cadre attractif qui sédentariserait justement les profils qui ont des formations à même de tirer le territoire vers le haut. Mais c'est à nous qu'incombe aujourd'hui la mission de se définir ces objectifs et de venir au bout du compte, au bout de nos mandats pour avoir des résultats. Je veux dire que la régionalisation avancée, elle était avancée par rapport à une situation antérieure. Aujourd'hui, c'est un chantier qui avance très bien, justement en parachevant la déconcentration administrative, un deuxième mandat des instances élues, c'est des gages qu'on est sur une bonne voie. Il faut qu'on continue à le faire et il faut que vous veniez davantage dans la région pour en faire la promotion. C'était Jmati, un petit mot de la fin. Voilà, moi je pense que tout a été dit, mais je dirais quand même que aujourd'hui les planètes sont alignées, on va dire, pour la région. Il y a une bonne dynamique. La CGM est appelée à jouer pleinement son rôle en tant que partenaire des institutions publiques et privées. J'appelle les entreprises de la région à adhérer à la CGM, parce que c'est ensemble que nous serons plus forts et que nous pourrons développer des synergies et que nous pourrons innover. Voilà. Donc sur ces mots, nous clôturons notre deuxième panel d'aujourd'hui. Nous remercions tous les participants, nous remercions tous les partenaires, nous remercions toutes les personnes qui ont accompagné de près ou de loin ce beau projet, cette étape particulièrement, et merci à tous.